Mes amis, je vous l'avais promis, il revient, c'est Éric Legendre qui connaît très bien les questions. Et qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Qui connaît très bien les questions d'automobile, les questions industrielles. Et je voulais. Bonjour Éric. Bonjour Eric. Et je voulais qu'il nous parle de désindustrialisation. Parce que beaucoup de gens, Éric, se posent la question de c'est Macron qui a désindustrialisé la France, il a vendu toutes les entreprises aux Américains. La désindustrialisation, en gros, ça date de Macron. Avant, tout allait bien. Et puis, c'est parce qu'ils sont méchants et qu'en fait, on n'a qu'à réindustrialiser. Voilà. Et je lis plein de commentaires de gens qui disent qu'il faut réindustrialiser. On sort de l'Union européenne et tout de suite, on vire Macron et on réindustrialise. Et comme ça, tout ira bien. Et donc, je voulais que quelqu'un du métier, qui a vu ce qu'était la désindustrialisation, qui a vu l'industrie française, pas Oui. n'importe laquelle, l'automobile, nous parle de ces sujets. Qu'est-ce que tu as d'abord à répondre à ces gens qui te disent la désindustrialisation, ça date de Macron? Alors c'est vrai, c'est faux. Macron l'a accéléré et Macron a probablement pris pas mal de décisions qui ne sont pas pour le maintien de l'industrie et surtout il n'a pas changé un certain nombre de facteurs dont on va reparler plus tard dans l'entretien, qui sont des facteurs qui sont structurants dans le process de la désindustrialisation. Et puis je réponds aussi non, parce qu'il ne faut pas dire que Macron est responsable de tout. Ça n'a pas commencé en 2017. Depuis à peu près une quarantaine d'années, Renault, que j'aime beaucoup par ailleurs, a réduit ses effectifs de 85% en France. Voilà. Donc, Macron est responsable de beaucoup de choses, mais pas de tout. Donc Renault, là, tu as ce chiffre en tête. Un autre chiffre très simple, depuis 2006 et jusqu'à, alors on n'a pas les chiffres jusqu'à 24, mais de 2006 à 2022, on a perdu à peu près 115 à 120 000 emplois industriels dans l'automobile, constructeurs et équipementiers. Je vais être très précis pour nos auditeurs. Quand on parle de l'automobile, c'est pas que les constructeurs automobiles, hein. C'est les équipementiers qui représentent d'ailleurs des effectifs plus importants. Valeo, Forvia, Bosch et compagnie, y compris pour des fabricants étrangers, puisqu'on a un fabricant étranger en France qui s'appelle Toyota, et on a des usines d'équipementiers étrangers en France. Donc, il faut faire attention au mélange et on ne connaît pas bien les chiffres et les sujets. Par contre, ça va continuer. On a des annonces à l'heure actuelle, on pourra rentrer dans le détail si tu veux tout à l'heure. Aujourd'hui, on est précis à peu près aux alentours de 35 à 45 000, on va prendre 40 000 emplois qui vont être supprimés d'ici 2030 dans la filière automobile française. Et là, Macron est responsable parce qu'il a aidé à monter un plan automobile 2030 qui est complètement creux. Alors, on va y venir, mais j'aurais bien aimé qu'on se concentre d'abord sur Renault qui, depuis les années 90, Mmh. supprime 85% de ses emplois en Ouais, France ouais. et en crée à l'étranger. Comment on explique ce fait? D'abord, si tu peux nous redire combien de sites industriels de production Renault avait en France, combien il en a aujourd'hui, et comment on explique ce phénomène d'internationalisation, de délocalisation? Bon, alors j'ai pas le nombre d'usines de Renault, mais par exemple, on a des usines en région parisienne qui ont fermé. On a l'annonce qui est prochaine d'une fonderie directement en Bretagne. Il faut savoir que Renault avait par le passé des métiers connexes à l'automobile, donc qui fabriquent des usines qui fabriquaient des pièces pour l'automobile, que Renault sont séparés petit à petit auprès de X et de Y, souvent des fonds, et les fonds, à partir du moment où ça ne gagne pas de pognon pendant 2 ans, ils ferment et puis au revoir. Donc, si tu veux, Renault est en effet depuis 40 à 45 ans sur une phase où ils vont à l'extérieur. Alors maintenant, pourquoi? C'est complexe. Il y a des sujets qui sont des sujets français, il y a des sujets qui sont des sujets automobiles, et puis il y a des sujets qui sont dus au contexte mondial. Alors, si on parle de la France, bah, on a dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe,
On a les contraintes administratives. On a par exemple en ce moment un équipementier qui est en train de fermer parce qu'on lui avait promis des aides et puis il reçoit les aides en retard. Donc il n'a pas de quoi faire les fins de mois. Et donc, il va y avoir des problèmes, il va probablement fermer. On a aussi l'exemple du fameux PGE, le prêt pour les entreprises, les ETI qui avait été monté pendant le Covid. Bon, c'est une bonne idée en soi. Sauf qu'en France, le prêt il est remboursable dans les 5 ans. Aux États-Unis, c'est 30 ans. Alors, Eric, Aux si tu Pays-Bas, baisses un tout petit peu la branche de ton micro, on t'entendra mieux, parce que là, elle est très relevée. Voilà, je pense que c'est d'accord. mieux comme ça. Aux Pays-Bas, c'est de l'ordre de, je crois, 20 ou 25 ans. Donc, si tu veux, le raccourcissement du temps de remboursement bah, fait que les ETI, ça fait en gros à peu près 5 points de marge à payer chaque année. Bah, ça correspond à peu près à la rentabilité des ETI, qui souvent même sont moins. Donc, le PGE est en train de couler plein d'ETI de l'automobile. Donc, les contraintes administratives, tout ce qui est le cumul normatif et environnemental. J'aime bien la nature, je défends la nature, j'ai planté des milliers d'arbres, mais quand même, on en fait de trop. Et on va trop loin, alors qu'il y a plein de pays où on en demande moins. Donc l'environnement, c'est bien, les normes, c'est bien, mais on en fait de trop. Bien évidemment, le coût du travail et le modèle social. On va rentrer, si tu veux, dans le détail avec quelques chiffres tout à l'heure, si ça t'intéresse, sur différents pays d'Europe et même du monde. Mais rien qu'en Europe, il y a une différence de 1 à 4 entre les pays. C'est pour ça qu'il y a des usines qui partent en Roumanie ou en Bulgarie ou même en République tchèque, puisque le coût du travail dans son ensemble, il est beaucoup moins cher. On rentrera dans le détail tout à l'heure. Il y a bien entendu tout ce qui est la fiscalité, qui malgré, et là je suis désolé, en effet, on va parler de Macron, malgré les grandes séances à Versailles, on parle de la Startup Nation qui pousse à l'investissement étranger et autres. Oui, mais il reste que la France est un pays hyper fiscalisé et qu'il y a plein de pays sur la planète qui peuvent fabriquer des voitures ou des équipements avec une fiscalité moindre. Donc le problème, il n'est pas de donner des primes à ceux qui viennent investir en France. Le problème, il est d'alléger la structure globale de l'économie en France. Et donc, on revient à tous ces points. Et puis enfin, le taux d'activité, on ne travaille pas assez, mais ça, c'est une apalissade. J'y ajouterai un petit point français qui, moi, personnellement, m'horripile. C'est cette espèce de culture bobo, gaucho, woko, 3 petits points, progressiste. D'ailleurs, j'aime ni aucun des 3 composantes de cette culture, qui est qu'on pourrait résumer dans haro sur la voiture. C'est pas bien une voiture, tu devrais rouler en vélo, comme si les gens à la campagne, ils pouvaient faire 10 kilomètres quand ils ont 75 ans pour aller chercher leur baguette de pain en vélo. Les malus, les ZFE, alors enfin on est en train de faire marche arrière, ce qui est un signe. On monte des ZFE ou parce qu'il n'y a pas que Macron, par exemple Édouard Philippe qui a mis les routes à 80 km/h. Bon, ça a créé les guichets jaunes. C'est ça l'espèce de contexte anti-voiture français. Donc voilà, un paquet Qui n'est pour pas que rentrer. français. Il est occidental, le contexte anti-voiture. Il est plus élevé en France que dans pas mal de pays. Les Allemands, les Italiens, les Hollandais ont beaucoup plus de respect que nous de la voiture, sauf que, par exemple, aux Pays-Bas et en Allemagne aussi, dans certaines villes, ils mettent des petites ZFE cyclistes et autres, mais ils y vont à fond avec beaucoup plus de pédagogie et pas le côté complètement administratif et buté des Français. Donc ça, c'est un paquet de notions françaises. Alors, à chaque fois, c'est des combinatoires, un petit peu plus, un petit peu moins. Ensuite, on a tous les problèmes du secteur automobile. Parce que le secteur est, à mon opinion, et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait 40 ans, même plus 45 ans que j'y travaille, dans différentes visions, aspects, pays, observations, études et autres. Le secteur automobile français est également responsable de ces malheurs. Bon, dans le désordre, on va commencer par le haut, c'est la stratégie. On a fait de grosses erreurs stratégiques, tant au niveau d'ailleurs français qu'au niveau européen. On ne savait pas ce qu'on voulait. L'exemple diesel, marche avant, marche arrière. Exemple, bien sûr, la voiture électrique. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, bien sûr qu'on peut comprendre que avec une trentaine de marques en Europe et à la base 5-6 gros constructeurs, on puisse avoir des divergences. Je comprends que BMW ne soit pas forcément d'accord avec Renault et que le groupe Volkswagen ne soit pas forcément d'accord avec Stellantis. Stellantis, qui est la fusion, je la rappelle pour tous les auditeurs, entre Fiat PSA et et Fiat, Peugeot. qui font des petites voitures. Donc, je comprends que si tu veux qu'il y ait des divergences, mais quand on a trop de divergences
et qu'on ne sait pas s'entendre et s'expliquer et se mettre d'accord, il n'y a pas de décision. Et puis, on ouvre la porte aux Chinois. Parce que pendant ce temps-là, ils ont une stratégie, ils la déroulent et ils avancent. Donc, le premier point, on a des vrais errements stratégiques dans la filière, ne serait-ce qu'en France, pendant des années, Stellantis, enfin PSA à l'époque, je l'ai vécu ça, et Renault n'étaient pas d'accord sur le diesel. PSA était plutôt un dieseliste, Renault plutôt moins. Alors pour des raisons technologiques et autres. Et puis deuxième point, sur l'électrique, les Français et les Allemands, les Italiens n'étaient pas du tout d'accord. Bien. Ensuite, on est un canard sans tête. Je viens de parler de stratégie. Pour qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la stratégie. Personne ne fait de la stratégie automobile en France. On a une fameuse PFA, plateforme automobile, à la tête de laquelle il y a un politique français zéro. Ça sert à quoi la PFA? À rien. Théoriquement, elle devrait faire la stratégie de la France. Elle ne sert à... Parle-nous de cette entité, parce que personne n'en entend parler. Ça correspond à quoi? C'est quoi la mission initiale? Sa mission initiale, c'est de mettre ensemble le monde automobile français, constructeurs automobiles et équipementiers, de dialoguer avec la distribution, qui a elle-même sa propre organisation qui s'appelle Mobiliance, ex-CNPA, qui marche très très bien. Bon. Et la PFA, c'est les constructeurs et les équipementiers, de les mettre d'accord et de construire une stratégie, d'avoir un message unique vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis de Bruxelles. Bon. Résultat, zéro, prêchi prêcha. Je peux donner le C'est une nom instance du patron. gouvernementale ou c'est gouvernemental ou c'est une instance professionnelle? C'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre précisément. C'est un. Alors, le général aurait dit un schmilblick ou un truc. C'est très français. C'est très français. Alors, je pense que c'est payé par la profession, un peu comme un espèce de syndicat professionnel, mais ça a une vocation. Tu vois, le directeur général qui a donné sa démission il y a quelque temps, Marc Mortureux, le directeur général était un énarque. Le président est un ancien politique, ancien ministre, qui coûte très cher à la France, mais c'est tout. PFA, plateforme automobile. Bon, donc deuxième point, le canard sans tête, la PFA. Troisième point, comme on n'a ni la stratégie ni une tête, la filière, elle n'a pas de visibilité. Donc, je suis chef d'entreprise, petit équipementier, 352 personnes à Cholet, où je suis patron de la stratégie technologique, ou patron de Stellantis, ou patron de la R&D de Renault. Je ne sais pas quelle est la politique à venir en diesel. Qu'est-ce qu'on a négocié avec le gouvernement et qu'est-ce qu'on a négocié avec l'Europe. Je ne sais pas quelle est la politique future en voiture électrique. Et je n'ose même pas parler de la filière hydrogène. On peut aussi parler de toute la partie connexe qui est en train d'arriver et qui pose des questions, tous les gens qui ont investi sur des usines pour fabriquer des batteries. Donc, on est dans un vrai canard sans tête, et ça, c'est le secteur, hein, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute des plombiers ou des agriculteurs. Hein. Pour entrer encore un petit peu plus dans les détails, quelque chose qui me déplaît fortement, j'ai une culture plutôt ouverte là-dessus, et je la défends depuis des années, ce qui m'a d'ailleurs valu des difficultés, c'est le partage des marges et l'équilibre. Moi, j'ai une culture qui est de dire les partenaires, on ne les écrase pas. Pour ça que j'aime bien d'ailleurs les initiatives dans le monde de l'agriculture. On dit il faut que l'agriculteur gagne au minimum, je sais pas quoi, 10 centimes par litre de lait ou des trucs comme ça, ou tant pour le kilo de pêche. Il faut respecter ses partenaires. Bon. Dans l'automobile, il y a des gens en France. Alors, on me dira, c'est pas des Français. Carlos Ghosn, il est, je crois, libanais d'origine, mais je pense qu'il a le passeport français. Et on avait Carlos Tavares, et tous les deux Carlos, qui ont une politique, j'assume mes propos, détestable, d'écrasement des marges, voire de paiement différé des fournisseurs, qui en ont coulé plus d'un. Et ça, les directions des achats des grands puissants constructeurs, et même de certains gros équipementiers, parce que les équipementiers ne fabriquent pas tout, ils se servent souvent avec des petits équipementiers. Je suis par exemple au conseil d'administration d'un équipementier de taille moyenne qui fournit des plus gros équipementiers. Les directions des achats qui écrasent les marges sans aspect partenarial, donc qui font que l'entreprise a une marge comme ça, dès qu'il y a un coup de vent, un crash,
ben, l'entreprise, elle ferme, et quelqu'un d'autre ira se localiser en Roumanie ou en Inde. Tout ça, c'est des raisons. J'ai un exemple très précis en ce moment d'une entreprise en Mayenne qui s'est vu annoncer par les directions des achats ou les directeurs de compte, peu importe, de constructeurs et de gros équipementiers, que pour des raisons X et Y, fin 2024, ne pourraient pas les payer, donc soyez heureux, vous serez payé avec 6 mois de retard. Bon, c'est pas bien, je viens d'en parler, je ne vais pas me répéter, mais qu'est-ce que ça donne comme effet? Ben, le directeur général, il a couru derrière les banquiers, les actionnaires et tout pour faire les fins de mois, parce qu'il faut payer les salaires tous les mois. Ça marche un mois, ça commence à faire des grimaces le second mois, et là, la société est en procédure judiciaire. Et on risque 120 emplois. Voilà. Ça, c'est la responsabilité des constructeurs. Je n'ai pas quelque chose contre les gros, la défense des petits, pas du tout. C'est pas ma mentalité. Simplement le respect des partenaires. Et là, la filière n'a pas été, moi qui travaille beaucoup en gouvernance, très vertueuse. Bon. Et puis il y a un dernier point pour l'automobile avant de passer à l'international, typiquement français. On n'a pas la vocation automobile des Allemands. Les Allemands ont fait plutôt pendant très longtemps des plutôt grosses berlines, plutôt de qualité, ce qui n'est pas toujours vrai, avec des fortes marges. Nous, et tu parlais tout à l'heure de Renault et tu as parfaitement raison, Renault, tenté plusieurs fois d'aller sur l'haut de gamme, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été des succès. Mais quand on est un spécialiste du milieu de gamme, ben, on a des plus petites marges. Et quand on a des plus petites marges, ben, on cherche à optimiser ses coûts. Et quand on a un pays où il y a une forte fiscalité, où le coût du travail est très élevé, où il y a plein de normes, enfin bon, je ne vais pas me répéter, bah, on dit bah, peut-être que la Roumanie ou la République tchèque, c'est mieux. Voilà. Bon. Et alors enfin, troisième pilier de toute cette conjonction de raisons et cette combinaison assez complexe de différents facteurs, l'étranger. Bon, les Chinois, par exemple, bah, les Chinois, ils ont une vraie stratégie automobile. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle PFA en chinois ou autre chose. Enfin, il y a un ministère ou un sous-ministère en Chine qui bosse très clair, qui a une stratégie très claire sur le véhicule électrique, comme ils ont fait pour les panneaux solaires. La Chine a planté l'Europe sur le panneau solaire. La Chine est en train de planter l'Europe sur la voiture. Et ça, c'est extrêmement grave. Et on revient à ta question du début. Macron est aussi responsable, mais il n'est pas responsable de tout. Donc, attention. Ensuite, un second point externe, si on peut dire que c'est externe, Bruxelles, qui n'avait pas de stratégie sur l'électrique, a tergiversé trop longtemps pour enfin mettre en place des normes débiles, la fameuse échéance trop courte, qui forçait les constructeurs à payer des pénalités. Non, on marche sur la tête. Bruxelles, qui fait payer des amendes aux constructeurs américains qui n'auraient pas assez de voitures électriques dans leur mix. Ce qui amène toutes les tricheries de la Terre et tous les mensonges, comme on a eu le scandale Volkswagen, par exemple. Donc, là aussi, Bruxelles marche sur la tête, c'est pas nouveau. Bon. Et puis, il y a un troisième facteur, mais ça, c'est en dehors du monde automobile et c'est valable pour tout, c'est le basculement. Allô? Oui. Le basculement de notre monde vers, comment dirais-je, un modèle un peu plus asiatique. Hein. Les populations, le business, le trafic, le monde bascule de, entre guillemets, excuse-moi, la vieille Europe dont nous faisons partie vers plutôt l'Est et l'Asie. Donc, à quoi ça sert d'avoir des usines en Europe si on peut installer des usines en Inde, en Malaisie ou en Chine? Justement, n'est-ce pas le problème qu'on a aujourd'hui de désindustrialisation? C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, mais on n'a qu'à refaire des usines en France. Mais est-ce que les constructeurs automobiles, par exemple, n'ont pas aussi la logique, ça a été le cas inversement de Toyota à Valenciennes, de construire leurs usines de montage près des marchés qui consomment. Et l'Europe n'est plus un marché où on consomme beaucoup de voitures. Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène qui joue? Alors, le phénomène joue. J'ai peut-être tout à fait raison de parler de Toyota. Alors, Toyota, c'est un sujet assez passionnant
Car pour moi, Toyota, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors, pour nos auditeurs, on va faire très simple. Toyota Europe, TME, a construit à la fin du siècle passé une usine à Onin. Onin, ça s'écrit O-2-N-A-I-N-G. C'est à côté de Valenciennes, dans le nord de la France, près de la frontière belge. L'usine a été inaugurée en 2001. Bon, c'est quand même une usine qui emploie 5000 personnes et qui fait vivre autour d'elle plein d'équipementiers qui ont mis eux-mêmes leurs usines tout autour. Donc le bassin automobile d'emploi, à mon opinion, je n'ai jamais fait le calcul parce que c'est très difficile. Il faudrait demander à Xavier Bertrand, il doit compter ça avec des allumettes. Et de l'ordre, à mon avis, de 8 à 12 000 emplois, ce qui est énorme. Parce que 12 000 emplois, ça veut dire 40 à 50 000 personnes qui vivent. Parce que derrière, il y a des familles. Donc c'est important. Ils fabriquent des Yaris, ils font des Cross, et puis depuis quelques temps, ils font aussi une Mazda. Il y a un partenariat. Cette usine, depuis 2001, elle a passé le cap des 5 millions de voitures produites. Donc ce n'est pas une petite usine. De l'ordre de 270 à 290 000 voitures fabriquées par an dans une usine. Tu vois, tu divises par 300 jours, je ne sais pas combien, ça fait quand même de la volumétrie. Pourquoi ça marche? Et pourquoi on n'arrive pas à réindustrialiser la France? Alors là, pour moi, il y a un certain nombre de raisons. Le premier point, le modèle Toyota. On en parle, et moi je travaillais dessus dans les années 80. Il faut s'intéresser au toyotisme. On avait parlé aussi du fordisme à une époque, mais le fordisme, c'était dans les années 30. Bon. Le toyotisme, c'est ce qu'on appelle la lean production. La lean production, c'est quoi? C'est tout est à plat, il y a une espèce de fil d'alimentation, il n'y a pas de stock. Et ça se passe, je dirais, de façon logistiquement très simple et très fluide. Voilà comment on peut résumer des grandes théories économiques. Deuxième point du toyotisme, il y a le partenariat. J'évoquais il y a quelques minutes les mauvaises relations et le comportement assez exécrable de certains grands automobiles vis-à-vis de leurs fournisseurs. Toyota, pas du tout. Toyota a une culture, mais exactement l'inverse, d'accompagnement de ses fournisseurs. Mais c'est historique, ça fait 100 ans que ça dure. Et de partenariat, Toyota n'ira jamais, excuse-moi du terme, étrangler un de ses partenaires fournisseurs. Jamais. C'est une deuxième différence. Bon, la troisième différence, cette usine, elle est très automatisée, de l'ordre de 85%. C'est quand même pas mal. Donc, ça veut dire, si c'est automatisé à 85%, alors on va me dire, ouais, mais l'emploi, monsieur, oui, ça fait quand même 5000 personnes. Donc, on ne va pas se plaindre. Mais comme c'est très automatisé, on n'a que 5000 personnes. Donc, ça permet de fabriquer des voitures à petite marge comme des Yaris et d'avoir encore des bénéfices dessus. Donc, l'automatisation est pour moi la troisième des raisons. Ça n'empêche pas l'usine d'ailleurs d'avoir un engagement environnemental. Et donc, pour revenir sur mon propos d'entrée de Valenciennes, enfin de Nain, l'usine Toyota en France est vraiment le contre-exemple dont personne ne parle, mais dont il faudrait s'intéresser. Pourquoi ça marche avec Toyota dans les mêmes conditions économiques? Mais sur le fond, est-ce qu'on pourrait fabriquer des Dacia en France sur le modèle de Toyota? Oui, plutôt que de les fabriquer en Roumanie? Oui, 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 3 fois oui. Sauf que Renault ne sait pas appliquer le modèle Toyota. Alors, parce qu'il y a trop de robots? Je pense que les robots, si je peux me permettre, c'est la troisième raison. Les deux premières, c'est le partenariat avec les équipementiers et le toyotisme lean. C'est-à-dire ce qu'on appelait à l'époque le juste à temps. Ouais. Et puis ce système que Benjamin Coria, dans son livre sur la méthode Toyota, avait bien décrit, c'est-à-dire que l'ouvrier chez Toyota, quand il constate un défaut, il arrête la chaîne en tirant sur le fil, ce que tu appelles la line production, et il est récompensé parce qu'on ne laisse pas sortir de voiture avec des défauts, alors qu'en France, il est sanctionné parce que
finalement, ce qu'on veut, c'est produire un nombre de voitures et tant pis pour le défaut. Est-ce qu'il y a de ça dans l'industrie française aujourd'hui? Oui, 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 oui. On n'a pas passé le cap, on n'a pas compris. J'ai fait partie de ces patrons de l'automobile dans les années 90 qui allaient chez Toyota. J'ai passé 2 fois une semaine à 10 jours en Corée du Sud et au Japon. J'ai invité des patrons de Toyota à Paris et je leur ai fait rencontrer les patrons. On a parlé du Toyotis, du partenariat et autres. Bah, n'empêche que Carlos Tavares, excuse-moi, 25, allez, 30 ans plus tard à peu près, Carlos Tavares faisait encore le contraire. Comment on explique ce refus de l'innovation managériale, puisqu'en fait c'est une question de management de la production? Comment on explique que les dirigeants en France ne pratiquent pas ça? Bah, c'est une question que je me pose. Depuis à laquelle je travaille maintenant quand je conseille des groupes, mais alors il y a différents sujets. Si on les prend dans l'ordre, le partenariat, là je leur dis, et c'est mon aspect gouvernance et administrateur d'entreprise, le partenariat pour moi c'est une obligation. Et les prêchis-prêchats de partenariat, les grandes messes où tu réunis dans au Zénith ou dans un grand show comme ça, tous tes fournisseurs, vous êtes les meilleurs du monde, on s'aime bien, on travaille ensemble, voilà ce qu'on veut faire et tout. Les gens, ils se regardent le nombril et c'est pas du tout partenariat. Donc, le côté partenarial, je pense, et c'est pas que l'automobile, la preuve, les agriculteurs. La culture française a encore du mal à comprendre ce que c'est que le partenariat et le win-win. C'est-à-dire gagnant-gagnant. Je te dis, les agriculteurs sont le parfait exemple de ce qui se passe ailleurs dans l'automobile. Donc ça, c'est le partenariat. Ça pourrait se régler, mais il est intéressant de dire, bah, c'est curieux, 50 ans plus tard, ça ne se fait pas. Les prédécesseurs, 3 présidents avant Carlos Ghosn ou avant, parce que je n'étais pas seul, on était avec les autres constructeurs français, bien sûr. 3 présidents avant Carlos Ghosn ou avant Carlos Tavares. La preuve, Stellantis vient de changer de président, Monsieur Filosa, qui est un Italien qui prend les rênes de Stellantis. Je l'avais annoncé il y a 11 jours sur Automobile France, c'est dans la presse depuis 2 jours. Nous sommes bien informés. Antonio Filosa, qui vient de piloter toutes les activités nord-américaines, puis de l'ensemble des Amériques, pour le compte de Stellantis et qui est un homme de Fiat et qui est un homme de confiance de John Elkann, le patron, lui, il est connu et reconnu pour son aspect partenarial avec ses fournisseurs. Et les syndicats américains se réjouissent que ce ne soit plus Tavares. D'ailleurs, dans les multiples raisons de la dégringolade de Tavares, il y avait les syndicats nord-américains. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas avoir que en ligne de mire les bits, c'est-à-dire le résultat financier. Pas du tout. Donc, si tu veux, c'est un sujet de fond, c'est culturel. Bon. La seconde... excuse-moi. La seconde raison sur l'empêchement, si tu veux, de comprendre une stratégie à la Toyota, on fait du lean en France. On sait travailler différemment. Le problème, c'est qu'il y a peut-être des mauvais réflexes. Quand tu donnes l'illustration de l'ouvrier japonais qui arrête la chaîne et qu'en France, on ne peut pas arrêter la chaîne, bah, il faut aussi se poser la question de qui travaille dans nos usines. Au Japon, ce sont des Japonais qui travaillent dans les usines. On s'est compris. Oui, mais pourquoi ça ne serait pas possible avec des... Je mets les pieds dans le plat, puisque pourquoi ce ne serait pas possible avec des ouvriers africains ou maghrébins? Parce que culturellement, on n'en est pas encore là. Parce qu'on n'a pas passé le plat. Alors, je pense que je vais avoir des gens qui vont m'insulter sur YouTube, peu importe, c'est dommage que je les peine, mais les usines japonaises fonctionnent avec des ouvriers japonais dans un cadre collaboratif et partenarial qui n'est, malgré ce que te diront des tas de directeurs des ressources humaines qui te feront du violon,
qui n'est pas le cas dans les usines françaises. Alors, un peu plus en Allemagne, où en Allemagne, on est beaucoup plus. J'ai passé 4 ans et demi de ma vie en Allemagne, et j'ai travaillé pour un constructeur allemand aussi quelques années plus tard. Donc, je connais très bien le monde automobile allemand. En Allemagne, on est partenarial. Et ça ne les empêche pas d'avoir des ouvriers turcs. Mais il y a une culture au sein de l'entreprise qui n'est pas encore la culture française. Oui, oui, J'étais mais patron, je le sais. Hein. ma question, c'est pourquoi sur le sol français, et tu parles d'Onin, et Dieu sait s'il y a des Arabes à Onin, alors moins d'Africains subsahariens, mais il y a des Arabes à Onin, pourquoi les Japonais arrivent à le faire avec leurs Arabes, si j'ose dire, à Onin, et pas Renault avec les siens en banlieue parisienne. Parce que le patron est japonais, que le patron a décidé que c'était comme ça que ça se passait. Voilà. Donc on est bien d'accord qu'à un moment donné, c'est aussi une question de rapport du manager, du patron au monde extérieur et notamment au milieu populaire. Et il y a bien en France une ségrégation bourgeoise qui est sont des cons, on ne peut pas leur faire confiance, qui n'existe pas dans d'autres cultures. Alors non, je n'irai pas jusque-là. Là, je pense que tu vas trop loin politiquement. Le terme ségrégation bourgeoise, je ne le partage pas personnellement. Mais qu'un certain nombre de patrons n'aient pas forcément compris dans quelle direction allait le monde, oui. Mais ségrégation bourgeoise, non, c'est des vieux propos de revanchards communistes, ça, mon ami. Non, alors c'est un propos de mec qui a fait l'ENA et qui l'a vu. Tu vois, c'est pas du revanchard communiste. Moi, je viens de cet univers et l'énarque de base pense qu'il est entouré de cons. Voilà. Et c'est vrai. une vision Monsieur bourgeoise. Monsieur Macron en est l'exemple. Un esprit revanchard communiste. Moi, je le vois, les bourgeois parisiens pensent qu'ils sont entourés de connards. Voilà, et qu'il faut les aimer, mais surtout pas leur dire en face les réalités parce qu'ils sont pas capables de les comprendre. C'est pas de la revanche bourgeoise, de la revanche communiste. Hein. Je viens du système, je sais comment il fonctionne. Et je veux bien croire que tu n'es pas conscientisé un certain nombre de réflexes, mais ça existe. En France, le patron, à la différence de l'Allemagne, en France, les dirigeants quand même considèrent qu'ils ont le monopole de la décision, que la décision ne se partage pas. La culture bourgeoise française est quand même très verticale sur le fond. Alors, oui, mais retire le terme bourgeois, pour moi, c'est les castes. Et pire que les bourgeois, c'est les grandes écoles. Alors, je sais, j'en fais partie, toi aussi, mais c'est plutôt cette culture d'élite des grandes écoles. C'est un peu lié quand même. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers dans les grandes écoles. Enfin, moi, j'ai été un des rares fils d'ouvriers à l'ENA. Je peux te dire que l'énarque moyen, il vient d'un milieu bourgeois. Oui, ben moi, un de mes meilleurs amis, quand j'étais à l'EDEC, qui est la première des écoles que j'ai faites, ses parents avaient un café en région parisienne. Oui, voilà. Mais il faut parler de ceux qui n'avaient des autres. Majoritairement, statistiquement, Eric, personne ne conteste que les grandes écoles recrutent de plus en plus, qui plus est, dans les milieux favorisés. Plus personne ne conteste le caractère très sélectif socialement de l'éducation en France. Voilà. Et à commencer par l'OCDE elle-même qui le pointe systématiquement. Mais je crois que personne ne le conteste. Parle-nous du plan 2030, du plan automobile 2030. Ben, il est creux. Alors, tu nous disais qu'il va creux, créer des suppressions d'emplois. Explique-nous pourquoi. La problématique, c'est que, alors c'est un plan, comme on sait les faire en France, avec plein de présentations, la filière rassemble et tout. Mais le grand bug, c'est que le plan, il n'analyse pas tout en matière stratégique. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire n'est pas posé. Il pose certains des sujets, mais pas tous les sujets que je viens d'évoquer. Premier point. Deuxième point, ils ont une fabuleuse solution qui est celle des aides. Donc les aides, c'est quoi? C'est tes impôts et les miens. Ça, c'est typically French et c'est débile. Et le troisième point, c'est qu'ils n'abordent pas les sujets de fond, qui sont ceux que nous avons évoqués, qui sont le coût du travail, les normes, la fiscalité. Donc, si tu veux, il est pipeau. Et en plus, ce plan ne met pas forcément tout le monde d'accord sur un horizon. On en avait parlé lors de la dernière interview. J'ai fait un papier que tes auditeurs pourront trouver sur mon blog, qui est sur mon site, sur l'erreur du tout électrique. Je sais que le sujet n'est partagé. Il y a encore des ayatollahs en France qui imaginent, j'ai bien qui imaginent,
qu'un jour, toutes les voitures en France seront électriques. Bon. Ces gens-là, ils sont soit bêtes, naïfs, doux rêveurs, incompétents et mal informés. Un peu de tout, tu le prends dans le sens. Pourquoi? Le jour où il y a une grève ou une panne électrique, comme on vient d'avoir au Portugal, en Espagne, comment je charge ma voiture? Pire, il faut que j'emmène ma grand-mère à l'hôpital d'urgence. Qu'est-ce que je fais? Les pompiers, la police, l'armée, ils ne veulent pas l'électrique. Parce qu'au moins un moteur, ça démarre et ça avance. Donc, il y a déjà des raisons, mais fondamentales, qui font que le tout électrique est une stupidité. Encore une fois, c'est bien pour les bobos, wokos, machins progressistes du centre de Paris, où ils roulent en vélo d'ailleurs, ou à pied. Donc, mais ils ne sont pas dans les vrais campements. Donc, le tout électrique est une erreur. Ce qu'il faut, et ce n'est pas du tout évoqué dans ce plan 2030, il faut un ensemble. Il faut à la fois de l'électrique, il faut de l'hybride, il faut probablement encore du diesel, même si ça choque de le dire. Il faut de l'essence avec du biocarburant, dont plus personne ne parle. Or, le biocarburant fait vivre les agriculteurs aussi. Il faut des véhicules hybrides entre les véhicules essence et les véhicules à motorisation classique. Et bien sûr, il faut réfléchir à l'hydrogène. Alors ça, dans le plan, il parle de l'hydrogène. Mais comme, voilà. Et de dire, ouais, on est une start-up nation, youpli youpla, un jour on sera les champions du véhicule à hydrogène, c'est aussi mensonger, pardon, que de s'être fait doubler par les Chinois pour le véhicule électrique. Voilà. Donc pour moi, ce plan 2030, ben, tu le prends et tu le mets dans ta poubelle. Est-ce que tu penses qu'on a quand même une chance de réindustrialiser d'abord? Est-ce que ça a du sens au vu de ce qu'on s'est dit? C'est-à-dire que si c'est pour vendre des voitures en Inde, est-ce que ça a du sens de refaire des usines en France? Et deux, comment on fait pour y arriver si on veut y arriver? Ben, je ne répondrai pas à ta deuxième question parce qu'à la première, je réponds non. Toi, tu considères que ce n'est pas utile de recréer des usines automobiles en France? Non, on en a suffisamment. Changeons les pratiques, réinvestissons dans ces usines, point barre. On a le personnel qui est formé. Il suffit simplement de changer la tête et le pilotage, les têtes et le pilotage. Il suffit de mettre un peu plus de robots. Je suis désolé pour les emplois, mais quand même, il faut qu'on soit compétitif. Un robot, ça ne se met pas en grève et ça travaille plus longtemps. Ça n'est pas 39 heures ou 35 heures, un robot. C'est quand même, il faut appeler un chat un chat. Hein. Bon, et ça ne débraye pas un robot. Donc voilà, il faut. Non, on n'aura pas plus d'emplois dans l'industrie automobile en France, comme peut-être d'ailleurs dans d'autres secteurs. Je ne me prononce pas. Bon, eh bien écoute, je trouve que c'est une excellente conclusion que tu nous fais, parce qu'effectivement, on a le mythe de il faut réindustrialiser, mais au fond, personne ne sait s'il faut encore réindustrialiser, parce que ce que tu nous dis, c'est qu'on a des capacités productives suffisantes. Bon. En sachant, il faut un petit point de précision, en sachant que le marché automobile a aussi baissé. Qu'on vend moins de voitures. Que l'époque où les gens avaient 3 voitures pour un foyer, c'est fini. On fait tous plus attention maintenant. Donc il y a aussi dire où est-ce qu'on vend des voitures. Bon. Mais pour revenir à l'Europe, si tu veux, je me suis intéressé au coût du travail et à la fiscalité, mais il n'y a pas photo entre la Roumanie et la République tchèque et la France. Mais qu'est-ce que tu réponds sur ce point à ceux qui te disent ah ben donc vous voyez bien, c'est on fait le nivellement par le bas, on va nous faire travailler comme des Chinois, il faut refaire du protectionnisme et taxer les voitures qui viennent de Roumanie. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'on mélange tout. Alors attends, il faut que je reprenne tous tes points. Taxer les voitures qui viennent de Roumanie, non, parce que c'est l'Europe et c'est très Oui, bien de mais faire voilà, travailler les les gens Roumains. vont te dire qu'il faut sortir de l'Europe. Il n'y aurait pas d'Union européenne, il n'y aurait pas le problème. On serait toujours beaucoup plus cher que les Roumains. Donc on traiterait les Roumains comme on traite la Chine. Donc le côté de la Roumanie, moi personnellement, je ne m'y associe pas et je trouve ça très très bien. J'ai aussi travaillé dans les pays de l'Est, je les connais très bien, y compris la Roumanie. J'étais en Roumanie il n'y a pas longtemps et l'équipementier étranger
où je siège à son conseil d'administration, a une usine en Roumanie, que j'ai inaugurée moi-même il y a 3 ans. Donc, en août, non, il y a 2 ans. Donc, je la connais très bien. Je connais très bien la situation et les coûts du travail. Non, non, le problème, c'est le modèle économique français. Il faut arrêter de parler d'industrialisation, de désindustrialisation ou de je ne sais pas quoi. Il faut se poser la vraie question, qui est une question essentiellement politique et de mode et de style de vie. Pour moi, c'est simple. De notre train de vie. On est un pays qui coûte très cher parce qu'on a un modèle social et économique qui est probablement unique dans le monde, mais on est tout en haut de. Tu prends toutes les statistiques, on est dans les 2-3 pays champions. On est ceux qui travaillons le moins, on est ceux dans lesquels la fiscalité est la plus élevée, où le coût du travail est l'un des plus élevés du front. Il faut quand même réfléchir. Comment dirais-je, si tu prends le salaire brut et les cotisations patronales, tu mets la France à un indice 10. Bon. Tu auras des pays un petit peu au-dessus comme le Luxembourg, le Danemark, la Belgique et probablement les Pays-Bas. Bon. Mais la Pologne, la Pologne, ce sera 5 fois moins cher. Indice 2. Bon. La Roumanie, encore moins. Donc, même des pays, je dirais, comme l'Espagne, j'arrive là, je viens de passer 4 jours en Espagne. Bon, quand tu vas au restaurant en Espagne, tu as envie de te resservir. Quand tu vas au restaurant à Paris, tu dis, je mange une salade qui n'est même pas bonne pour 25 euros. Donc, le problème, il est notre modèle économique. C'est pas l'auto. Alors là, j'ai beaucoup parlé de l'automobile, c'était ce que tu m'as demandé, et j'ai dit du mal de la PFA et j'ai montré les erreurs internes de l'automobile. Mais en arrière-plan, c'est les Français et la France. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent? Et la France, qu'est-ce que le pilotage fait, les ministres, le président et les présidents? Bon, eh bien, écoute, merci de cette présentation très générale. On fera sans doute une émission sur le coût du travail, parce que tu sais que pour les gens, moi, je suis un partisan, tout le monde le sait, de la suppression du monopole de la sécurité sociale, mais c'est un sujet très épidermique que même Édouard Philippe, qui prétend dévoiler les mensonges français, n'aborde pas. Et c'est aujourd'hui un sujet que nous avons, c'est que on sait tous que ce qui plombe notre compétitivité, c'est ce que tu appelles le modèle social. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle, Oui, oui. mais ça existe. Mais tu as tout à fait. Excuse-moi de te couper. Mais tu as tout à fait raison. Mais le problème, c'est que la presse, les journalistes, et tu as tout à fait raison de souligner, appellent ça le modèle. Et c'est certainement pas un modèle. Oui, oui. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas de modèle français, mais les Français pensent qu'ils sont un modèle. Et au fond, aucun dirigeant n'ose prendre le taureau par les cornes, probablement parce que, selon ma théorie, la meilleure façon d'asservir les Français, c'est de les gaver d'aide sociale et de leur garantir qu'ils n'auront plus aucun risque dans leur vie. Et comme tu le sais, la vie, si tu ne prends pas de risque, tu stagnes et tu régresses. Eric, merci beaucoup de ta disponibilité. Et puis, j'espère qu'on refera une émission et à très bientôt. À très bientôt et merci.